Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 17 août 2023. On commence notre sélection tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier l'embuscade conjointe des forces armées et de la police en face du terminal de Saloum. Il a également effectué une tournée d'inspection au gouvernorat de Marsa Matrouh où il a été chaleureusement accueilli par les habitants de Saloum et de Sidi Barrani. Un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aishal. Sisi a affirmé que l'État œuvrait à réduire l'impact de la crise économique qui a eu lieu à la suite de la guerre russe et la crise du coronavirus à travers les programmes qui sont mis en œuvre. L'Égypte fait face aux conditions générées par les deux crises, a indiqué le chef de l'État lors de sa rencontre hier avec les habitants de Matrouh, soulignant le grand défi auquel l'État a été confronté en 1967, qu'il a réussi à surmonter en 1973. Le président el-Sisi a également souligné que l'État ne pouvait pas affronter seul les défis, mais qu'avec la compréhension et la prise de conscience des Égyptiens, nous pouvons réussir, selon lui. Le chef de l'État a affirmé que le gouvernement travaille depuis 8 ans dans tout l'État égyptien, ajoutant qu'il n'y a pas de zones qui n'ont pas profité du développement d'Assouan à Saloum, et ce dans le cadre de la vision 2030 de l'État. Le président a également indiqué que les circonstances actuelles que traverse le pays représentent un des nombreux défis auxquels l'État est confronté, notamment le terrorisme auquel l'Égypte a été confrontée depuis 2011, soulignant qu'il existe un vaste programme de développement pour les habitants du Sinaï. Les projets ciblés dans le gouvernorat de Matrouh, que ce soit des ports, le train à grande vitesse ou les villes en construction, auront un très grand effet au cours de la période actuelle, a poursuivi le chef de l'État lors de sa rencontre avec les habitants de Matrouh, de Saloum et de Sidi Barrani. Les projets mis en œuvre par l'État, qu'il s'agisse de nouvelles villes ou le train à grande vitesse de Gargoub à Salem, profiteront aux habitants de Saloum, sans compter le terminal de Saloum qui permettra d'augmenter le commerce avec la Libye, a indiqué M. Sisi. Une zone logistique sera également construite sur une superficie de 300 feudans, en plus du terminal de Saloum, pour assurer des emplois dans le cadre du plan de développement ciblé dans le gouvernorat de Matrouh et dans la zone occidentale, a-t-il fait savoir. Les villes d'El Alamein et de Ras El Hekma ont tous des projets mis en place le long de la côte. Ils réaliseront un grand boom commercial et économique grâce aux zones industrielles, aux écoles, aux universités et aux hôpitaux qui seront construits, a dit le président el-Sisi, notant qu'un grand intérêt sera accordé aux habitants de Matrouh pendant la période actuelle. Et on va essayer à présent, chers téléspectateurs, de contacter Dr Raouf Ghafar pour nous donner plus d'informations sur ce sujet. Il est à noter que Dr Raouf Ghafar est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, quand on parle de cette visite hier du président de la République à Marsa Matrouh, Saloum et certainement les habitants de Sidi Barrani qui étaient présents au cours des festivités, comment les interprétez-vous et quelle sorte de message est-ce cette visite? Bon, premièrement, cette zone de l'Égypte, cette partie de l'Égypte, était toujours un peu éloignée, un peu oubliée. Maintenant, la visite du président veut dire que non, ça c'est une partie intégrale. Les villes sont des villes égyptiennes, les tribus sont des tribus égyptiennes, ça fait partie de l'Égypte et ça doit jouir du développement global que l'Égypte subit ces jours-ci. Il y a tellement de projets qui ont été établis. Il y a beaucoup de ressources touristiques, minérales et autres dans cet endroit. Oui. Donc, le président, avec sa présence là-bas, il a visité des projets, logements et autres, et pour livrer un message aux tribus et aux gens qui vivent là-bas que nous sommes avec vous. Nous sommes là pour vous développer et pour que vous preniez vraiment votre part
Oui. Également, quand on parle de quelques projets ont été inaugurés hier au cours de ces festivités et de cette visite d'inspection du président de la République. Je viens de dire, il y a des logements, il y a des projets pour des projets sanitaires, eau potable, Oui. c'est-à-dire une hausse du niveau de vie des citoyens de ces villes. Normalement, les villes sont prises des frontières, etc. Je pense qu'ils ne jouissent pas de la même importance des autres grandes villes, mais c'est une visite qui prouve que non, même si cette ville est dans un endroit assez éloigné, elle jouit de la même importance des autres villes. C'est pour ça que le citoyen égyptien, qu'il soit, c'est un citoyen égyptien et il doit avoir des services de tout le monde en Égypte. Parfait, Dr Aouga Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Des affrontements entre deux influents groupes armés à Tripoli, en Libye, ont fait ces derniers jours 55 morts et 146 blessés. Les pires combats depuis un an dans la capitale libyenne. Le nouveau bilan a été communiqué hier par le porte-parole du centre médical d'urgence. Les combats qui ont eu lieu de lundi soir jusqu'à mardi soir ont cessé à la faveur d'un accord de cessez-le-feu, mais la tension demeure palpable à Tripoli. Mardi, le Conseil social a formé de notables et de personnalités influentes de Souq el-Jom'a, le fief de la force de Al-Rada'a au sud-est de Tripoli, a fait état d'un accord avec Abdelhamid Beiba, le chef du gouvernement siégeant à Tripoli, pour transférer le colonel Hamza à une partie neutre. Dans un communiqué, le Conseil a également annoncé un cessez-le-feu, ce qui a permis un retour au calme. Et au Yémen, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont décidé d'imposer une taxe de 100% sur les marchandises importées via les ports contrôlés par le gouvernement, la dernière en date d'une série de mesures visant à mettre à mal les finances du gouvernement yéménite. Le ministère des Finances des Houthis a annoncé que toute marchandise importée via le port d'Aden et d'autres ports ou passages terrestres contrôlés par le gouvernement seraient soumises aux mêmes taxes et frais de douane que ceux imposés sur les marchandises importées par le port d'Al-Hodeïda lorsqu'elles passent par les points de contrôle des Houthis. Les commerçants seront tenus de régler les taxes en espèces aux points de contrôle des Houthis à Sanaa, Taiz et Al-Baïda afin d'accéder aux marchés contrôlés par la milice. Dans une tentative d'épuiser les finances du gouvernement yéménite, les Houthis ont lancé des frappes de drones contre des installations pétrolières des provinces méridionales de Chabwa et de Hadramaut, ce qui a conduit à l'arrêt des exportations de pétrole. Parallèlement, la milice a interdit les importations de gaz en provenance de la ville de Marib, contrôlée par le gouvernement, et a contraint les commerçants locaux à rediriger leurs marchandises du port d'Aden vers le port de Hodeïda. Cette dernière mesure des Houthis signifie que les entreprises yéménites importatrices de marchandises à travers les ports d'Aden et d'Al-Moukalla dans le sud du Yémen devront s'acquitter de taxes en double à la fois pour le gouvernement et pour les Houthis. Et la communauté internationale n'a aucune excuse pour son retard à soulager les souffrances de la population soudanaise victime depuis 4 mois d'un conflit entre groupes armés, a affirmé mardi les dirigeants de grandes organisations humanitaires. Je cite, « Nos appels humanitaires peuvent aider quelques 19 millions de personnes au Soudan et dans les pays voisins. Cependant, les 2 appels sont financés à un peu plus de 27%. Veuillez changer cela, réclament ces dirigeants, parmi lesquels les patrons des grandes agences onusiennes ou privées, Save the Children et CARE par exemple.
L'ONU a lancé 2 appels, l'un pour financer l'aide au sein du pays à hauteur de 2,57 milliards de dollars et l'autre destiné aux réfugiés qui ont fui le Soudan à hauteur de 566,4 millions de dollars. Le premier est financé seulement à 25,4% et le second à 31%. Les signataires de l'appel exhortent aussi avant tout l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à cesser immédiatement les combats. Selon des chiffres du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, qui pour des raisons de méthodologie sont en général en deçà de la réalité, plus de 4000 personnes sont mortes, dont 28 travailleurs humanitaires et de santé et 435 enfants. Les signataires rappellent que plus de 14 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire et que plus de 4 millions de personnes ont fui les combats, se trouvant toujours déplacés à l'intérieur du pays ou réfugiés dans toute la région. Et une explosion a conduit, ou s'est produite plutôt mardi, dans un dépôt de munitions au nord-est de la capitale syrienne, Damas, faisant des victimes. C'est ce qu'a indiqué une ONG 2 jours juste après de lourdes déflagrations dans les dépôts de missiles appartenant à des milices pro-iraniennes. L'explosion a eu lieu dans un dépôt abritant des missiles et des munitions dans une zone dominée par le Hezbollah libanais, près de la ville d'Al-Rouhaïba, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Damas. C'est ce qu'a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. La cause de l'explosion n'a pas été déterminée dans l'immédiat, ni le nombre de victimes. Les médias d'État syriens n'ont pas fait état dans l'immédiat d'un quelconque incident. Cette déflagration intervient 2 jours juste après de violentes explosions dimanche dans des dépôts de missiles de milices pro-iraniennes dans une zone montagneuse à l'est de Damas dont l'OSDH avait fait état. Depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime syrien ainsi que des forces de l'Iran et du Hezbollah pro-iranien, des alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël. Israël commente rarement ses frappes en Syrie, mais a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à l'Iran d'étendre son influence dans ce pays voisin. Et des forces israéliennes ont tué dans la nuit de lundi à mardi 2 Palestiniens dont l'un était adolescent lors d'un raid dans la ville de Jéricho en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Osay Omar Suleiman Al-Walaji, 16 ans, et Mohammad Rihbi Nujoum, 25 ans, sont morts après avoir reçu une balle dans la poitrine par les soldats de l'occupation israélienne lors de l'agression sur Jéricho à l'aube aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué le ministère. Le directeur de l'hôpital de Jéricho a déclaré que les 2 jeunes tués avaient été touchés en plein cœur. 2 autres personnes blessées ont été hospitalisées, a-t-il ajouté. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant le domicile de la famille à Jéricho. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.